Bonsoir, bonjour, bienvenue à l'école des Arts Joailliers. Quel bonheur de vous retrouver ici à l'hôtel de Mercier-Argenteau pour parler de cette exposition sur la perle, Paris capitale de la perle, que nous avons eu le plaisir de créer. Donc, je m'appelle Olivier Ségura, je suis gémologue, je suis directeur pour l'école des Arts Joailliers Asie-Pacifique basée à Hong Kong et je suis avec Léonard Pouy. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là avec vous. Là, on est les deux co-commissaires de cette exposition. On s'est partagé la poire en deux, une poire gémologique et une poire historique. Et vous verrez que c'est vraiment un double récit aussi qui s'entrecroise avec des avancées scientifiques, avec des progrès technologiques. C'est aussi une histoire scientifique. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. On n'est pas tout seul. Vous avez aussi Michiko et Carole qui vous accompagnent sur le chat pour répondre à vos questions techniques, mais aussi pour enregistrer toutes vos questions qui pourront nous être posées à la fin de la conférence. On aura très grand plaisir à y répondre. Voilà, juste poser des questions dans la Q&A box et comme ça, elles pourront être lues et notées. Alors, c'est une exposition de bijoux, évidemment, mais il y a beaucoup de choses dans cette exposition. On a évidemment des très très beaux bijoux, on va en voir beaucoup ce soir. On a également des peintures, on a des illustrations, on a de l'opéra, du cinéma. Vraiment, il y a beaucoup de choses. On envisage la perle sous son angle le plus large, mais l'idée, c'était aussi de commencer par la perle elle-même, qu'on puisse la toucher, qu'on puisse presque l'entendre. Je ne sais pas si ça rend grand-chose au micro, mais il y a un son des perles tout à fait particulier et qu'on voulait vraiment partager. Oui, parce que la perle, c'est une matière extrêmement sensuelle, donc il faut la toucher. Bien sûr, derrière les vitrines, on ne peut pas le faire, mais voilà, avec cette fontaine aux perles, voilà, tous nos visiteurs sont capables d'apprécier et de sentir la spécifique texture des perles. Merci à tous d'être connectés. On a des amis de Rio de Janeiro, de Buenos Aires, du Nigeria, de France, du Québec. Donc merci de nous rejoindre et voilà, ça nous touche beaucoup que vous soyez toujours au rendez-vous de ces conversations. Et donc on va commencer tout de suite. Exactement, parce que s'il y a un sujet qui est bien mondial, c'est le sujet des perles. On peut l'aborder par quasiment tous les continents. Et d'ailleurs, je crois que tu voulais nous dire quelque chose sur ces provenances, sur cette diversité des perles qui existent. Exactement, on va se rendre sur une des premières vitrines de l'exposition pour parler de la gémologie, pour parler des perles, pour parler de la création des perles et puis de ces différents types de perles. Les perles de culture, les perles fines, peut-être que vous vous demandez quelles sont les différences. Perles fines, les perles naissent vraiment par hasard dans la nature, aucune intervention humaine. On ouvre un bivalve, une huître, une moule et on va trouver une perle à l'intérieur. Pas de grain de sable pour la création de ces perles-là, mais vraiment un système de biominéralisation un petit peu complexe, quelques cellules qui sont emportées à l'intérieur de l'animal, des cellules qui savent fabriquer de la coquille et qui là, à l'intérieur de l'animal, va fabriquer de la coquille, mais sous la forme d'une sphère, d'une bille, d'une perle. Ça, c'est la perle fine. Tous les mollusques sont susceptibles de créer une perle fine. La perle de culture, elle, c'est un phénomène tout à fait différent, c'est-à-dire qu'il y a une phase où l'homme va intervenir et va implanter un noyau, un greffon et faire produire par l'animal la perle. Donc c'est une perle de culture. Ici, dans cette première vitrine, on a voulu représenter les différents types de mollusques. D'ici, des huîtres perlières, Margaritifera, Pinctada margaritifera par exemple, qui produisent des perles nacrées. Ce sont les perles que l'on connaît le plus, qui ont cet aspect brillant, souvent blanc, blanc cassé, ou alors les perles noires, les fameuses perles de Tahiti, on en reparlera ensuite. Mais il y a aussi d'autres types de perles que l'on appelle les perles porcelanées ou les perles non nacrées, comme par exemple cette perle ici orangée de Mélo Mélo, ou cette perle plus rose que l'on reverra ensuite dans l'exposition. Ces perles-là sont tout à fait naturelles aussi et on ne sait pas encore les produire par l'homme, donc ce ne sont que des perles naturelles. Elles existent, les perles, dans une multitude de couleurs. Les plus connues sont certainement les blanches, blanc nacré, les noires, les fameuses perles de Tahiti, mais qui existent aussi en perles fines, ou alors les perles gold, les perles dorées que l'on voit par exemple ici. Donc une grande multitude d'origines, eau douce, eau de mer, naturelle, fine, différents types de nacrés, non nacrés, voilà, un grand ensemble pour redéfinir ces perles. Je vous propose de continuer dans l'exposition pour retrouver Léonard sur une vitrine où on va parler un peu plus de l'histoire des perles. Alors maintenant que vous savez tout
sur les perles fines, sur leur grande diversité. Ce qui est intéressant, c'est que cette diversité, on la retrouve aussi à Paris au tout début du XXe siècle. On va voir que Paris commence à ce moment-là à devenir la capitale de la perle, on va voir pour quelles raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que les perles, à la Belle Époque, comme on le dit, dans les années 1900, et dès la fin du XIXe siècle, sont absolument partout. Il y a au moins 3 approches différentes qu'on peut avoir. La première, ça va être les perles qu'on va retrouver sorties par les grandes maisons de joaillerie de la place Vendôme, de la rue de la Paix. On en a quelques exemples ici. Et on voit que ce qui distingue ces créations, ce qui va être cette première approche majeure, ça va être la science de l'appairage, l'art d'appairer des perles qui vont être les plus harmonieuses, les plus similaires possibles. Il faut bien imaginer qu'environ une huit sur 100 va donner une perle, mais qu'une perle sur 100 va être de qualité suffisante pour atterrir sur un bijou. Donc il faut bien imaginer qu'avant d'avoir des rangs aussi réguliers, harmonieux, il faut des stocks considérables de perles, étant donné qu'on ne peut pas en contrôler la forme, ni la couleur, ni la taille. Et ça, seules les grandes maisons ont cette capacité d'appairage à l'époque. Et on a quelques exemples ici particulièrement exceptionnels, et notamment ce pendentif de la maison Babst et Falise, qui est composé de perles noires. Et les perles noires, c'est l'exception dans l'exception, c'est la rareté dans la rareté. C'est vraiment quelque chose qui est quasiment impossible à trouver. Alors, en plus, les appairer sur un bijou de manière aussi régulière, c'est vraiment une prouesse. N'importe qui ne peut pas créer ce bijou. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pendentif, il est justement issu de la maison Babst et Falise, une association de 2 maisons de joaillerie qui va se faire à la fin du XIXe siècle. Il faut savoir que Babst est le dernier fournisseur des joyaux de la couronne de France. Donc sans doute peut-il justement bénéficier d'un stock de perles aussi inouï, aussi rare, pour composer ce bijou tout à fait exceptionnel. On connaît que très peu d'exemples analogues pour la même époque. Donc pareil pour ces bracelets. Et ça va être vraiment les perles, disons, préférées des Parisiens à cette époque-là, des petites perles, donc issues du golfe arabo-persique, des perles crémeuses, avec souvent un léger ton rosé. Ça va être vraiment, entre guillemets, les perles favorites des amateurs de l'époque. Néanmoins, ceci n'est qu'une des 3 approches qu'on va retrouver sur les bijoux de l'époque. La deuxième, concernant des perles très différentes, en fait des perles qui sont arrivées à Paris, mais qui ont été héritées de reines, qui ont été héritées de têtes couronnées précédentes. Et c'est des perles qui souvent ont une provenance beaucoup plus ancienne, une provenance lointaine, puisqu'elles viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Exactement, comme dans cet exemple ici, dans cette vitrine, où on a ce formidable collier de la maison Boucheron, qui était auparavant un diadème, qui a été réutilisé, réemployé sous la forme d'un collier. Ces perles, vous les voyez, elles sont plus imposantes, elles sont blanches, ce sont toujours des perles fines. Ici, on est dans les années 1900. Et donc, ces perles proviennent, a priori, d'Amérique centrale. Une provenance très importante pour les perles fines, et qui a d'ailleurs constitué quelque part l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui, le continent américain, puisque ces perles-là ont été découvertes par Christophe Colomb. Christophe Colomb qui, lors de son voyage, vous savez, trouve et tombe sur les îles d'Amérique centrale et va voir les locaux, les autochtones, vraiment couverts de perles fines, et ne va pas en trouver la source, mais quand il rentre en Espagne, et la reine Isabelle qui a financé lui demande bien sûr de raconter son voyage, et il dit qu'il a vu énormément de perles, de l'or certes, mais surtout des perles. À ces époques, les perles sont hors de prix, valent plus que les diamants dans les plus belles qualités, et donc la reine décide de financer un nouveau voyage à Christophe Colomb pour aller essayer de trouver la source de ces perles. On peut penser que c'était l'or qui a poussé les voyages suivants, mais non, c'est vraiment les perles. Et à cette époque-là, il va, lors de son 3e voyage, arriver sur l'île qui va porter le nom de Margarita. Margarita, c'est la racine pour perle. Donc, les voyages, Christophe Colomb, la source des perles, une origine très importante et qui a fourni pendant une petite centaine d'années, vraiment les plus belles perles que l'on va trouver sur les parures royales. D'autres origines sont aussi importantes pour les perles et on retrouve Léonard avec cette formidable perle allongée. Exactement, c'est ça qui est incroyable avec cette première étape de la perlomanie parisienne. On est toujours au début du XXe siècle, toujours dans les années 1900, et on retrouve aussi chez les créateurs de l'Art Nouveau des perles en très grande quantité,
mais c'est des perles qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a vues précédemment. Alors parfois on va en retrouver des rondes, parfois on va retrouver des poires comme celle que vous a présentée Olivier, mais ce qui est intéressant dans le cas des créateurs de l'Art Nouveau, c'est que quand bien même ils font table rase de toutes les références historiques, de la joaillerie passée, pour voilà, justement créer cet art moderne, cet art nouveau, ce nouveau style, en fait ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller puiser leur inspiration dans la nature elle-même et dans la diversité des perles qui sont contenues dans la nature. Et typiquement, on a ici un devant de corsage absolument exceptionnel qui est assez extraordinaire puisque chaque pétale de ces chrysanthèmes est en fait composé par une perle de moule, une perle d'eau douce qui provient en fait du Mississippi, qui était notamment une provenance particulièrement appréciée des créateurs de l'Art Nouveau à Paris. Et c'est Weber donc qui va vraiment voir dans cette matière eh bien, de quoi réaliser des pétales de fleurs tout à fait spectaculaires. Même idée avec cette chouette que vous avez ici, dont la forme elle-même a été inspirée, a été trouvée dans la forme d'une perle baroque, une perle irrégulière qui donne donc le corps de cet animal. Et ça, c'est vraiment tout l'esprit de l'Art Nouveau, c'est à la fois cet hommage de la nature, cette source, cette inspiration qu'on va trouver dans la perle, qui est encore une autre approche qu'on pourrait presque qualifier de contre-culture par rapport à ce qu'on a vu précédemment, ces perles des grandes maisons, ces perles aristocratiques, une contre-culture, presque un mouvement underground, c'est pas un mauvais jeu de mots, connaissant les liens étroits entre l'Art Nouveau et le métro parisien à l'époque, mais quand bien même voilà, ces créateurs s'opposent entre guillemets en termes de style à ce qui peut se faire au même moment dans certaines maisons, la perle reste un dénominateur commun, reste presque une forme symbolique pour des gens comme Lalique, comme des gens comme Fouquet ou encore comme Weber. Et ce n'est que le début, nous ne sommes qu'au début du XXe siècle et vous allez voir que cette perlomanie n'est pas prête de s'arrêter, au contraire, elle a encore de belles années devant elle. Quelque chose de très important pour nous, c'était d'insister notamment sur les années 1910. Souvent, c'est des années qui sont un petit peu ignorées ou regardées trop rapidement. On dit, voilà, les années 10, il y avait la Première Guerre mondiale, il ne s'est pas passé grand-chose. En fait, si, il y a eu un vrai mouvement culturel qui s'est imposé à cette époque-là, mais qui n'est pas forcément dans les sources traditionnelles de l'art, les grandes avant-gardes artistiques, les grandes expositions. C'est un mouvement qui va se faire plus discret, plus subtil, un peu pour les initiés aussi, et qu'on retrouve notamment dans les illustrations de mode de l'époque. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, nous sommes face à un carton d'invitation qui a été composé par Georges Barbier. Georges Barbier, c'est un artiste de cette époque-là. On est en 1914 et Barbier compose un carton d'invitation pour une exposition de la Maison Cartier destinée à exposer des perles de décadence antique. Il y a toute une fantasmagorie, une dimension presque onirique derrière ce titre. Et pour cette exposition, eh bien, il imagine cette femme néo-antique, très symétrique, mais surtout une panthère noire derrière elle. Eh bien, cette panthère noire, c'est la première fois que cet animal sera associé avec la Maison Cartier. Et on peut imaginer l'impact de cette image pour que la panthère soit toujours aujourd'hui dans l'ADN de la Maison Cartier et toute l'innovation, toute la fantaisie d'un artiste comme Georges Barbier. Barbier n'était pas seul, en fait, il faisait partie d'une communauté d'artistes extrêmement large qui se surnommaient eux-mêmes les chevaliers du bracelet. Laurent va vous en diffuser quelques exemples, et qui en fait étaient des artistes, des jeunes dandys parisiens qui étaient davantage intéressés par la haute couture, par la mode et par les bijoux, et qui vraiment rivalisaient en inventivité, en créativité, mais avec à la fois une fidélité à la mode, mais toujours un même amour pour les perles. Quels que soient les dessins que vous prenez de ces créateurs, vous retrouverez toujours des perles, et c'est ce qui nous a permis, à nous au sein de cette exposition, de forger un vrai style années 10, en fait, grâce à ces illustrations qu'on retrouve notamment dans les bijoux de l'époque, comme nous le montre Olivier. Merci Léonard. Effectivement, j'ai la chance d'être devant cette vitrine qui nous présente des pièces des années 10 et puis un petit peu plus tardives des années 20 ensuite. Et ce qui est intéressant dans cette vitrine, c'est aussi la dimension, la forme de ces perles. On a des perles qui sont plutôt larges, et on va commencer sur les deux perles de gauche, et vous voyez complètement cette forme baroque, hein, sans axe de symétrie, assez large. Et c'est probablement une soufflure, c'est-à-dire une perle qui a de l'air à l'intérieur,
l'intérieur, qu'il y a du vide, qu'il y a une matière gazeuse à l'intérieur. Et c'est probablement dû à un défaut du sac perlier. On est toujours dans des perles fines, mais ce sac perlier va subir un problème particulier. On ne connaît pas vraiment la cause, mais qui va provoquer un dégagement gazeux, une pourriture à l'intérieur de ce sac perlier. Et donc, il va s'expandre et donc il va pouvoir créer comme ça une structure vraiment difforme qui va donner lieu à cette perle baroque, à cette soufflure baroque. Les spécialistes disaient avant que quand on perçait cette perle pour pouvoir l'accrocher et la faire tenir, vraiment il y avait des odeurs pestilentielles qui s'en dégageaient et qu'il fallait parfois aérer les bureaux pendant plusieurs journées. De manière intéressante, sur la droite ici, on a une broche de la maison Cartier qui nous propose une perle, et maintenant vous la connaissez, une perle porcelanée, une perle rose, une perle non nacrée. Celle-ci est une perle de conche. Elle est née à l'intérieur de un gros gastéropode qui s'appelle le lambi, le Strombus gigas, Aliger gigas, selon les nomenclatures. Et cette perle-là, elle est flammée. Si on regarde attentivement avec les jeux de lumière, on peut voir comme des petits effets de brillance sur certaines parties de la perle, ce qui est dû à la structure. La matière est la même, c'est du carbonate de calcium, mais l'organisation vraiment est complètement différente. Les perles nacrées, ce sont des organisations en tablettes, qu'on appelle par exemple comme un mur de briques, par exemple. Et sur cette perle rose-là, on a vraiment une organisation fibreuse qui est complètement différente, avec la même matière et avec l'ajout de certains éléments qui vont colorer la perle. Ce qui est intéressant aussi à noter dans ce bijou, c'est vraiment la façon dont il est organisé, surtout sur la partie avec les perles fines qui sont blanc nacré sur la partie supérieure. Et vous voyez qu'entre chacune de ces perles, il y a une petite ligne de diamant que l'on appelle une rouelle. C'est un disque de diamant, une petite roue en fait. Et c'est une manière très élégante d'assembler les perles qui sont nacrées, qui sont très élégantes, très raffinées, très subtiles dans leur éclat, et d'adjoindre ces éléments de diamant qui vont donner vraiment de l'éclat à la matière, au collier, à la chaîne ici. Et c'était un montage que l'on trouvait vraiment de manière fréquente sur les grands colliers aussi de l'époque. Je vous propose de continuer avec Léonard et d'aller voir les grands découvreurs et surtout le très important Léonard Rosenthal. Alors oui, effectivement, je pense qu'on a réussi à vous convaincre que les perles étaient partout à Paris dans les années 1900, dans les années 10. Cette perlomanie continue de s'emballer, mais on ne vous a pas dit pourquoi. Et en fait, la raison pour laquelle Paris va devenir la capitale de la perle, à partir de 1906, pour être tout à fait précis, eh bien, on le doit à un homme, et cet homme, c'est Léonard Rosenthal. Vous en avez ici un portrait par le peintre Michel Simonidi, et ce portrait a été réalisé en 1910, c'est-à-dire soit 4 ans après que Léonard Rosenthal ait acquis et remporté le monopole mondial du commerce des perles. Alors pourquoi ? En fait, c'est une raison très simple. Rosenthal vient de l'ancienne Russie, d'Europe de l'Est. Il arrive à Paris, il gravit petit à petit les échelons des marchands de bijoux parisiens. Il commence vraiment quasiment en travaillant dans la rue, et puis petit à petit, de bonnes opérations en bonnes opérations, ce génie du commerce, parce que c'est bien comme ça qu'il faut le définir, va devenir le roi de la perle parisien, après avoir fait ses premières œuvres au Venezuela, notamment, où il trouve encore des belles perles à ramener à Paris. En 1906, il est au bon endroit au bon moment. En fait, il se trouve presque par hasard à Bahreïn, dans le golfe Persique, où a lieu une sorte de petite crise économique qui préfigure un petit peu celle de 29 d'ailleurs. Et il se rend compte que sur place, les marchands, qui sont principalement des marchands indiens, puisqu'à cette époque-là, le commerce était régi par l'Angleterre depuis l'Inde, il s'aperçoit qu'ils sont à court de liquidités. Et il va avoir une idée de génie. Il va arriver avec son investissement pour acheter des perles, mais converti en pièces de centimes, ce qui va provoquer une sorte de choc chez les marchands qui le voient vraiment arriver comme le Messie, qui décide de ne faire appel plus qu'avec lui. Et non seulement il va pratiquer des prix infiniment supérieurs que ses concurrents locaux, parce qu'il arrive à court-circuiter tous les intermédiaires entre Bombay et Londres, mais surtout il va pouvoir pratiquer aussi des prix supérieurs à Paris, et donc les vendre à un bien meilleur prix. Et donc très vite, en quelques mois, en quelques années, il va devenir vraiment un des marchands les plus importants parmi les 300 marchands de perles dont on dit que la rue Lafayette grouillait dans les années 20.
Rosenthal est important aussi parce que c'est quelqu'un qui a une ambition folle, il a une ambition presque immobilière, on pourrait dire. Il imagine les grands projets de la Porte Maillot, c'est lui qui va créer les Galeries des Champs-Élysées. Il est aussi un producteur d'Eisenstein pour sa partie parisienne, sa carrière parisienne, et vraiment il fait partie de ces rares noms, de ces quelques noms qui ont encore une résonance, qui ont encore une aura. Aujourd'hui, quand on se rend dans le Golfe arabo-persique, c'est un nom dont beaucoup de gens se souviennent, justement parce qu'il était souvent en affaire avec des ancêtres, avec des gens qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont transmis cette légende dorée, entre guillemets, aux héritiers. Rosenthal, il va aussi avoir une importance assez fondamentale, voilà, on l'a vu pour l'architecture, pour l'urbanisme. Il va notamment rencontrer un certain Corbusier à l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes en 1925, qui lui propose la construction de ce fameux plan voisin qui était censé raser le centre de Paris pour ériger des tours. Ça ne s'est jamais fait, mais si ça avait eu lieu, ça aurait été aussi l'œuvre de Rosenthal. C'est vous dire l'importance, la richesse, le pouvoir, mais aussi l'ambition de cet homme au début du XXe siècle. On reviendra sur les Rosenthal après, c'est toute une dynastie, toute une famille qui va continuer de marquer l'histoire des perles. Mais avant cela, on souhaitait vraiment, avec Olivier, vous présenter 3 trésors. En fait, on voulait vraiment que l'exposition puisse présenter à tous nos visiteurs le top du top, on pourrait dire, c'est-à-dire la qualité maximum qu'un amateur de perles fines pouvait espérer, pouvait donc rêver plus précisément, au tout début du XXe siècle, avec 3 colliers complètement exceptionnels, mais chacun pour une raison très spécifique. Oui, et merci à nos prêteurs, merci aux musées qui ont participé à cette exposition. Et oui, comme tu le dis Léonard, on a vraiment beaucoup de chance et pour nos visiteurs de pouvoir présenter par exemple celui-ci, ce collier ici au centre de la vitrine. Et vous voyez cette subtile variation de couleurs entre les différentes perles. Peut-être que vous pouvez apprécier aussi la dimension à travers la vitrine et à travers l'écran. C'est vraiment exceptionnel. Quand on discutait avec le propriétaire, il nous disait que pour assembler une telle pièce, il faut 2 générations. Parce qu'on se rend peu compte finalement, mais ce sont des perles fines. Pour l'instant, on n'est que dans des perles naturelles jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est un hasard de la nature. On ouvre une huître et puis on trouve une perle. Donc comment la dimension, comment la qualité de l'état de surface, la brillance, tous ces éléments vont faire que cette perle va pouvoir s'appairer avec la suivante, dans un dégradé de dimension vraiment parfait. Donc c'est pour ça qu'on comprend la complexité. Le petit-neveu de Léonard Rosenthal me racontait qu'à la grande époque de son grand-oncle, justement, il y avait 3 étages sur la rue Lafayette qui comportaient une centaine d'enfileuses de perles qui triaient justement les stocks impressionnants de perles qu'ils avaient acquis et ils produisaient 100 colliers par jour. On n'imagine pas le nombre de perles qu'il faut trier et on n'imagine pas le nombre de perles qu'il faut avoir en main pour être capable de réaliser cet exemple ici au milieu de couleurs vraiment très rares pour les perles fines. Ce collier il est exceptionnel parce que de loin, on a l'impression de voir un collier de perles blanches, mais si on s'approche, effectivement, c'est un vrai arc-en-ciel, un festival de couleurs chaudes, froides, avec une alternance vraiment unique. Ce qui est intéressant avec ce collier ici, c'est qu'on a une approche opposée. Au contraire, si vous vous approchez, vous avez même de la peine à distinguer les nuances d'une perle à l'autre. Il y a une harmonie parfaite et là aussi, un travail d'appairage absolument exceptionnel. Il faut imaginer que tu parlais de ces comparaisons, de ces stocks nécessaires pour pouvoir trouver la perle rare, c'est vraiment le cas de le dire. Il faut imaginer aussi qu'il faut une sorte de structure mentale, de mémoire visuelle pour tous ces joailliers, pour tous ces marchands qui voient de temps en temps des perles, qui voient de temps en temps des colliers, qui vont pouvoir réassembler et se souvenir, mais cette perle, c'est la bonne couleur et c'est presque un don, un vrai talent qu'il faut avoir pour pouvoir composer ces bijoux. Et alors on a un 3e collier, alors lui il n'a qu'un seul rang de perles, mais quelle perle? Il est tout aussi exceptionnel ce rang de perles, parce que ce sont des perles noires. On en a parlé un petit peu, et Léonard, tu nous en as présenté quelques-unes qui étaient formidables dans ce pendentif précédemment. Et on est encore une fois dans les perles fines, c'est-à-dire que la couleur, elle est naturelle. Et trouver ces perles noires fines, c'est exceptionnel, c'est extrêmement rare. La majorité proviennent à cette époque du golfe d'Amérique centrale, du golfe du Mexique, et ces couleurs-là vont pouvoir être appairées. Donc les dimensions, la qualité de l'état de surface, les couleurs rendent vraiment cette pièce exceptionnelle. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, les perles noires sont tellement rares
que certains vont teinter les perles blanches, par exemple, pour les transformer en perles noires. Parce que vous n'avez pas d'autre alternative à cette époque. Si vous voulez une perle noire, soit c'est une matière, soit c'est du verre qui est teinté, et il n'y a pas de perle de culture. Donc soit c'est une perle fine, blanche, que vous allez teinter, tremper, la matière est poreuse, vous allez la tremper dans une matière, une teinture, qui va la rendre noire. Donc les rangs de perles noires fines sont tout à fait exceptionnels. Celui-ci a appartenu à la reine d'Espagne, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Nous allons nous diriger vers la prochaine vitrine avec Léonard, parler du noir et du blanc justement. Alors, on a parlé de l'exposition de 25 avec Rosenthal et Corbusier, et ce qui est fantastique durant l'exposition de 25, donc, qui va donner son nom à l'Art déco plus tard dans les années 60, mais qui est vraiment le sacre de l'Art déco, les perles sont toujours là. Alors pourquoi ? On aurait pu imaginer effectivement que le public, que les amateurs, se soient lassés des perles, après toutes ces perles de l'Art nouveau, ces perles dynastiques, ces perles des grandes maisons des années 1900, toutes ces perles des années 10, aussi ce fameux style guirlande, comme on pourrait le baptiser. On pourrait imaginer que les gens, après 20 ans de perles, les 20 ans de cette perlomanie, s'en soient lassés. Eh bien, pas du tout. C'est ça qui est fantastique, c'est que les années 20 vont en fait renouveler le regard, vont renouveler la perception, mais aussi le goût des perles, non plus en cherchant une polychromie, non plus en cherchant des perles baroques, non plus en cherchant ces petites perles crémeuses ou dorées, mais au contraire en allant chercher le plus de monochromie, des contrastes très forts, voire même une géométrie, une abstraction de la perle qui est particulièrement en exergue dans les années 20. Alors là, on s'est un petit peu amusé avec la scénographe qui a réalisé un travail assez extraordinaire, parce que vous voyez que toute la scénographie est en noir et blanc. Et dans un premier temps, moi, ça m'a beaucoup étonné, parce que si vous allez dans le Golfe, toujours, on vous présente des perles sur des tissus qui vont être rouges pour bien relever la couleur des perles. Et en fait, Dušica, la scénographe, Dušica Irić, a complètement raison, parce qu'il faut bien se rappeler qu'en 1920, si on n'a pas des perles sur soi, il faut aller au cinéma, il faut voir les photographies, et toutes ces photographies sont en noir et blanc. Et s'il y a bien une matière, un bijou qui est cinégénique, qui va être très médiatisé à cette époque-là, c'est les perles, parce que des rubis, des saphirs ou des émeraudes, sur le grand écran, ça ne rend rien du tout. Alors qu'un beau collier de perles, c'est très sensuel, ça marche très bien, ça attrape l'œil. Et quelque part, les joailliers vont jouer aussi avec cette bichromie des perles en créant des bijoux en noir et blanc. Ici, vous avez notamment des exemples d'associations de perles fines, particulièrement monochromes, parfaitement appairées, qui vont venir contraster avec de l'onyx, donc une pierre noire, avec de la laque, avec de l'émail, pour créer ces objets en noir et blanc, ces bijoux en noir et blanc, et notamment cette boîte de la maison Van Cleef & Arpels, absolument magnifique, où on a ce pavage de perles fines extrêmement régulières, parfaitement monochromes, et qui viennent contraster sur un arrière-plan noir. Ce vanity case, ce nécessaire, il n'est pas anodin. C'est aussi une période où la perle, entre guillemets, va contaminer tous les objets précieux, tous les objets du luxe, non plus seulement la parure traditionnelle, les colliers, les bagues, les motifs d'oreilles, mais également les épingles à chapeau, les montres, les châtelaines, les bracelets et bien sûr ces boîtes précieuses, ces vanity cases, c'est nécessaire, mais également, et alors là c'est une vraie folie, des sacs du soir, comme peut vous en montrer un Olivier, tout à fait exceptionnel lui aussi. Effectivement, et merci Léonard, les perles sont partout et cette perlomanie, elle se retrouve vraiment sur tous les objets. Ici, on a la chance d'avoir cette jolie vitrine justement avec beaucoup d'objets, mais ce qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est vraiment ce sac. Vous pouvez apprécier vraiment le détail. Et oui, ce sont toutes des perles qui font moins d'1 millimètre de diamètre, qui sont percées et qui sont brodés ensuite, enfilés sur un fil pour pouvoir reproduire vraiment le textile. C'est assez incroyable quand on imagine qu'il faut aller percer des perles qui font moins d'1 millimètre de diamètre, donc avec des techniques tout à fait particulières, des techniques à l'archer, à l'ancienne vraiment, un archer, un fil, on met en rotation un forêt qui vient percer cette perle-là. On a pu l'expérimenter avec Léonard quand on a visité à Bahreïn, il faut encore le perçage de cette manière-là pour les perles fines et c'est tout à fait formidable. Ici, ce sac est de la maison Van Cleef & Arpels, d'autres maisons en ont produit aussi, mais il est un tel état de conservation pour une pièce des années 20 et on imagine vraiment l'élégance, le raffinement à un moment où la perle est partout, à un moment où la perle vraiment symbolise le luxe et voilà, les objets de grand prix.
Nous allons continuer avec cette vitrine où la perle est encore partout. Exactement, 25, c'est un nouveau sacre de la perle, mais c'est aussi un événement majeur dans l'histoire de la perle, puisque c'est la première fois qu'à Paris vont être exposées et vendues des perles de culture japonaises. Patatras, c'est un séisme qu'il faut bien réaliser pour l'époque, et on va revenir sur les perles de culture, vous expliquer les différences dans un instant, mais il faut bien comprendre que ça a poussé aussi les créateurs dans leur retranchement pour renouveler encore une fois cette approche des perles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il va y avoir entre guillemets deux grandes approches générales dans les années 30 pour les créateurs autour des perles. Tout d'abord, des bijoux qui vont mettre en lumière des perles absolument exceptionnelles que justement la culture ne pourrait pas produire, des poires comme celles que l'on voyait justement sur les parures héritées des têtes couronnées avec des perles d'Amérique centrale et du Sud, ou des perles baroques tout à fait exceptionnelles, donc des tailles considérables, des perles uniques. Et on voit sur ces bijoux qu'une perle suffit au bijou, mais quelle perle, et surtout que le diamant est au service de la perle. Et ça, c'est intéressant. Tout au long de l'histoire de l'art ou de l'histoire du bijou, il y a eu cette concurrence, ces allers-retours entre la perle et le diamant. C'est une sorte de course-poursuite qui ne s'arrête jamais vraiment. C'est presque le cas aujourd'hui. On pourra en discuter aujourd'hui en fin de conférence. Donc ça, c'est la première approche, des perles exceptionnelles. Et l'autre approche qu'on va avoir dans ces années 30, c'est un retour de l'or jaune. Et oui, on l'avait un peu oublié avec tous ces bijoux blancs, ce silence blanc que l'on voit toujours dans les années 30. Cette association des perles et de l'or jaune, en fait, est réminiscent d'un certain goût indien, oriental, celui du 19e siècle, de l'orientalisme des perles, qui rappelle à la fois ses provenances exotiques, et donc des perles fines, qui rappellent la dimension naturelle de ces perles, mais sans doute aussi qui correspond à des commandes issues de ces régions, des Indiens, des gens de Sri Lanka, qui, eux, pour le coup, font vraiment la différence et souhaitent des bijoux en perles fines. Et donc, c'est assez beau de revoir l'Inde comme ça revenir après ces années 20, où pendant l'Art déco c'était évidemment très très important, avec des associations d'or jaune chez Boivin, chez Cartier à Londres, et de perles fines pour ces bijoux néo-orientaux. Alors, ce n'est pas du tout la fin du règne de la perle à Paris. Oui, la perle fine connaît un moment un petit peu difficile avec l'arrivée de ces perles de culture, avec surtout la surpêche dans le golfe Persique qui fait que les quantités se raréfient. La crise de 29 aussi qui va très très sérieusement impacter les commandes. Et donc cette perle de culture qui est nouvelle dans le paysage et dont Olivier va nous montrer tout de suite des très beaux exemples qui renouvellent encore une fois l'approche du public et le style des bijoux. Effectivement, et sur cette vitrine ici, nous avons rassemblé quelques productions et quelques bijoux en perles de culture. Comme Léonard vous l'explique, effectivement, la perle fine est de plus en plus rare. Elle est souvent trop chère pour les joailliers, pour les clients. Et la perle de culture, finalement, c'est la meilleure alternative. C'est une vraie perle, c'est-à-dire que c'est de la nacre, c'est la même matière. L'origine est un petit peu différente, vous avez compris. Induction par l'homme, production par l'homme, intervention de l'homme contre aucune intervention, contre une matière complètement naturelle. Mais c'est une alternative qui est très intéressante, qui donne des produits de la très très belle qualité, à tel point que souvent les négociants ne savent pas vraiment faire la différence entre une perle de culture et une perle fine. Et d'ailleurs, comment les appeler à ces époques? Aujourd'hui, c'est facile, on a le recul, mais comment appeler cette matière-là? Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'elle est normale? Comment l'appeler? Et donc, c'est le temps de grands procès qui vont défrayer la chronique. C'est aussi le moment de la création du laboratoire français de gémologie à la demande des négociants très importants ici à Paris qui vont demander à la chambre de commerce de l'époque de créer un institut qui soit capable de faire la différence entre les différentes matières, justement. Est-ce que cette perle est fine ou de culture? Et les procès entre Mikimoto et les différents négociants vont justement institutionnaliser l'appellation perle de culture. Et donc cette perle de culture, elle va se retrouver dans les plus beaux et les plus importants bijoux, et notamment les perles noires. Donc ces perles noires de culture sont produites en Polynésie française. Elles proviennent d'espèces qui sont un petit peu différentes. On a parlé rapidement des espèces tout à l'heure. Ici, c'est Pinctada margaritifera qui est capable de produire ces perles noires. Et vous voyez qu'elles peuvent être associées ici, noir-blanc, dans un jeu de contraste qui rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure sur les perles fines présentées par Léonard. Et puis ici, un exemple qu'on apprécie, que l'on aime bien, de la maison Van Cleef & Arpels sur ce cactus
qui utilisent les perles. On voit qu'on peut s'amuser avec les perles ici pour un objet très précieux, hein, diamant jaune, diamant incolore, onyx ici. Donc vraiment voilà, la perle de culture peut être extrêmement précieuse, mais on peut aussi jouer avec les différents codes. Jean Dinvan, que vous connaissez peut-être, un créateur, ou alors la maison Tasaki par exemple ici. Voilà, on peut jouer avec les codes de la perle, qui est parfois utilisé pour les objets très importants et puis parfois utilisé de manière un petit peu différente. Mais pour autant, à cette époque, la perle fine continue d'exister et certains créateurs continuent à se saisir de ce matériau très exceptionnel. Ça, c'est vrai que c'est très important. On pense que le règne de la perle fine à Paris est fini. En fait, pas du tout. Il se diversifie. Il faut le chercher ailleurs. Et c'est presque ce qui est le plus fascinant avec les perles en général, c'est qu'en fait, elles ont toujours été là. La perle est connue dès l'Antiquité. D'ailleurs, les perles les plus anciennes datent d'environ 8000 ans pour le golfe du Mexique notamment. On sait notamment qu'elles étaient aussi utilisées dans des contextes funéraires dans le golfe arabo-persique il y a environ 7500 ans. La perle a toujours été présente dans l'histoire, dans l'Antiquité. C'est la première gemme à laquelle les hommes ont été confrontés, qu'ils ont décidé d'orner. Et même voilà, a vraiment marqué l'histoire. On parle de perles baroques. Le terme baroque a quand même donné son nom à tout un mouvement de l'architecture occidentale, la musique baroque au XVIIIe siècle. Tout ça vient des perles, ces baroques, ces perles irrégulières, comme on les sont nommées au Portugal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces perles baroques, et bien justement, et notamment des perles fines, vont continuer de former les sources d'inspiration pour des bijoux, alors là, vraiment exceptionnels. Ici, on est vraiment face à des créations, on dirait aujourd'hui, de haute joaillerie, des très grandes maisons, destinées à des clients tout à fait particuliers, et qui vont exiger cette perle fine pour ces créations, quand bien même on continue de s'amuser. On voit ici ces canards des maisons Van Cleef Arpels ou Cartier, et ce gladiateur absolument impressionnant qui rappelle justement toute l'esthétique de la Renaissance et toute cette fantaisie, ce maniérisme qu'on avait trouvé dans ces perles baroques, qui est d'ailleurs revenu à la mode au XIXe siècle avec les mouvements néo-renaissance et qui continue aujourd'hui de conserver toute sa modernité, quand bien même cette pièce date de 1956. Elle pourrait être sortie des ateliers actuels de la maison et faire partie d'une collection contemporaine de haute joaillerie. Donc les perles baroques conservent absolument tout leur prestige aujourd'hui, mais des perles rondes aussi vont se retrouver sur des créations exceptionnelles, ici de la maison Van Cleef Arpels ou de Belperron, justement destinées à une clientèle extrêmement exigeante, qui sait, qui connaît, qui fait cette différence entre les perles de fine et de culture et qui souhaite les porter. C'est évidemment des valeurs qui vont être radicalement différentes. Il faut imaginer que 99,9% du marché désormais, c'est de la perle de culture. C'est vraiment infinitésimal. On ne pêche plus de perles fines ou presque. Et toutes ces perles vont venir d'un marché clos de collectionneurs qui, de temps en temps, voilà, acceptent de se séparer de certaines pièces, de certaines perles pour qu'elles puissent être utilisées en joaillerie. Donc vraiment des bijoux exceptionnels et on est très content de pouvoir vous en montrer. Et d'ailleurs, on a une vitrine qui conclut un petit peu notre expo, c'est le bouquet final si je puis dire, avec des bijoux tout à fait contemporains. On a 2 bijoux de 2023 et notamment qui permettent vraiment de voir comment, exactement comme au début du XXe siècle, la perle fine, justement par sa dimension unique, rare, exceptionnelle, continue de nourrir l'inspiration des créateurs les plus originaux, les plus exceptionnels. Merci Léonard. Effectivement, on a ici sur cette dernière vitrine de l'exposition la chance d'avoir quelques pièces assez exceptionnelles, assez incroyables. Ça n'a pas été facile de choisir. On aurait bien voulu en présenter plus. Venez vous rendre compte ici à l'exposition. Sur cette première pièce, par exemple, d'Antonio Sejo, un créateur contemporain espagnol, qui nous propose une réinterprétation de la perle fine. Il nous disait que depuis qu'il a travaillé avec la perle fine, vraiment il ne travaille plus qu'avec la perle fine, pour cette matière, pour cette qualité, pour cet aspect vraiment spécifique, pour cette préciosité aussi. Et vous voyez, quand je parle de perle fine, je fais ce geste parce que les matières, la perle fine, c'est extrêmement sensuel. Il faut la toucher pour la comprendre. Et c'est vraiment ce qui a intéressé Antonio Sejo ici dans ce bijou.
On a un formidable exemple aussi de la maison Van Cleef & Arpels, vraiment qui utilise pour cette fois-ci la perle fine, vraiment dans toute sa magnificence, sa majesté, vraiment comme le grand collier de Maharaja, le grand collier de perles fines, probablement un collier ancien d'ailleurs, qui a été réenfilé, réinterprété, ici encore une fois avec toute la majesté de la maison, et puis ce mystery set, ce certi mystérieux tout à fait particulier, un diamant très important au centre, donc vraiment une pièce extrêmement précieuse, qui magnifie la perle fine. Encore une fois, vous pouvez noter l'appariement, toutes les perles sont exactement identiques en couleur et en éclat. De nombreux critères, peut-être que c'est une de vos questions, pour analyser, pour interpréter et pour comprendre les perles fines, les dimensions, la couleur, l'éclat, l'origine, l'orient, hein, cette nuance de couleur secondaire qui peut apparaître parfois dans certaines perles fines. Enfin, donc tous ces critères, et l'état de surface bien entendu, tous ces critères sont extrêmement importants et ici on voit qu'elles sont toutes de la plus belle qualité. On voulait vous présenter aussi cette plume de Théodoros, un jeune créateur d'origine grecque qui joue aussi avec les codes de la perle. Peut-être un ancien collier de perles qui a été réenfilé, peut-être une commande spéciale, mais on voit ici comment on peut réinterpréter la perle noire, la perle blanche, vous voyez sur le dessus, la perle plus blanc nacré, sur la partie inférieure, et on voit cette plume qui est d'une très grande dimension, c'est une broche qui joue encore une fois avec toute la beauté des perles. Et pour finir, cet exemple vraiment incroyable de Joël Arthur Rosenthal, ce mouton, qui est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que je la connais depuis très longtemps. Depuis que j'ai fait mes études en gémologie, que j'ai découvert cette pièce d'abord en poster, et ensuite j'ai eu la chance de l'avoir dans les mains lors d'une vente aux enchères où elle a changé de propriétaire, et on voit à quel point la perle est moderne. Elle réinterprète le pelage du mouton. Bien sûr, en tant que gémologue, j'adore les yeux en saphir étoilé. J'adore tout le travail de gravure qui reproduit le pelage vraiment sur le visage, sur la tête du mouton. Mais vraiment, c'est tout cet ensemble-là qui bouge. D'ailleurs, on peut réinterpréter, on peut modifier un tout petit peu l'emplacement de ces brins de laine et de perles. Donc, Jarre utilise quasiment que de la perle fine et il adore ce matériau. Et on voit ici encore une fois comment et combien la perle fine peut être extrêmement moderne. C'est une conclusion qu'on voulait apporter. La perle, comme l'a dit Léonard, elle a accompagné l'homme depuis le néolithique. C'est probablement une des matières premières utilisées par l'homme dans les tombes, dans l'ornement, pour se vestir. Elle a subi toutes les modes depuis le néolithique. Parfois la mode, parfois moins à la mode. Mais aujourd'hui, les joailliers s'en saisissent, les joailliers l'utilisent. Et puis pour moi, c'est une matière vraiment incroyable. Merci de votre attention. On va retrouver Léonard pour conclure et pour récupérer vos questions dans la petite escarboucle qui se trouve juste à côté de notre salle d'exposition. Alors on se retrouve dans la petite escarboucle, la librairie de l'école, la librairie de l'exposition. Alors je suis entouré de livres fantastiques sur les perles. Avant qu'Olivier me rejoigne pour que puisque nous puissions répondre à vos questions, je tenais d'abord à vous remercier beaucoup pour votre attention. Je voulais aussi vous annoncer la prochaine conférence en ligne qui aura lieu, qui concernera une fantastique exposition qui sera organisée à la Fondation Bemberg à Toulouse autour des bijoux de la Renaissance. On aura beaucoup plaisir à se retrouver à cette occasion, un sujet absolument incroyable qu'on a un petit peu effleuré aujourd'hui en parlant des perles baroques, du maniérisme. Vous verrez que c'est infiniment plus riche que cela. Donc rendez-vous le 13 mai pour
pour cette magnifique conférence en ligne. Et donc rebonjour Olivier, on va se retrouver donc pour répondre à certaines de vos questions. J'espère qu'on aura les réponses. C'est pas forcément le cas. C'est toujours très très compliqué les perles. Beaucoup de mystères aussi qui continuent d'entourer cette matière, puisqu'il y a cette théorie du grain de sable dont on sait qu'elle est fausse, mais la véritable raison de la naissance des perles reste un mystère ou presque. Je crois. Merci, c'est effectivement un sujet qui est toujours d'actualité et pour lequel on vous invite à rester en contact avec nous. Voilà, alors peut-être quelques questions. On accueille Clara Bonsoir à tous les nous deux, aide aux merci pour conférences. cette visite, de nous avoir emmenés dans votre exposition. Évidemment, on a beaucoup de questions de la part du public. En premier lieu, une question de conservation. Comment on conserve les perles pour garantir qu'elles conservent leur éclat? Est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas les laisser dans un écrin fermé? Voilà. C'est très facile pour conserver une perle. C'est très facile, il faut la porter. C'est le meilleur moyen de conserver la perle. Il faut lui garder son degré d'humidité, donc effectivement la conserver dans un endroit qui ne soit pas trop sec. Il ne faut surtout pas la garder dans un coton par exemple, et puis dans un coffre. Non, ça c'est le meilleur moyen pour que la matière qui est hydratée, il y a une partie qui est une matière organique, c'est un mélange de matière organique et inorganique, et donc il faut garder cette eau résiduelle en fait à l'intérieur de la matière. Donc le meilleur moyen c'est de la porter. C'est parfois de l'hydrater complètement, de la mettre dans l'eau de temps en temps pour la réhydrater. Il faut faire attention au fil, si c'est un collier qui est enfilé, puisque souvent le fil de soie peut s'abîmer aussi s'il est trop fréquemment trempé. On conseille de faire réenfiler les colliers tous les ans s'il est porté régulièrement par exemple. Voilà. Éviter les contacts avec les matières plus abrasives, avec les diamants par exemple. Donc pour les dames qui portent des rivières de diamants, on ne met pas ces rangs de perles par-dessus, parce que sinon ça va vraiment les abîmer, les abraser un petit peu. Mais voilà, le meilleur conseil c'est de les porter, c'est de les apprécier vraiment au quotidien. Merci beaucoup. Et en termes de techniques joaillières, quelles sont les techniques qui sont utilisées pour monter les perles, que ce soit pour les enfiler ou les monter sur d'autres bijoux? Est-ce qu'il y a des techniques vraiment particulières? Oui, les techniques sont tout à fait particulières. L'enfilage, d'abord, c'est un savoir-faire qui malheureusement se perd. Donc il y a quelques enfileuses qui savent faire toutes ces broderies de perles. Vous avez vu le sac tout à l'heure dont on a parlé, c'est une technique tout à fait particulière. Comment faire en sorte que le fil ne se voit pas, mais pour autant toutes les perles sont enfilées. Donc on peut faire vraiment des draperies. Il y a de la dentelle de perles qui existe encore. Donc oui, ça ce sont des techniques tout à fait particulières. On dit que les perles non nacrées, que les perles porcelanées ne doivent pas être percées. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, du fait de la structure, si on les perce, elles peuvent craquer, elles peuvent se casser. Donc là, il y a des techniques tout à fait particulières de cage ou de griffes assez longues qui vont pouvoir maintenir la perle sur le bijou, le collier, la bague, etc., sans avoir besoin de la percer. Et puis ensuite, ce sont vraiment toutes les techniques traditionnelles de joaillerie, de travail du métal. Bien entendu, on ne peut pas approcher de chalumeau. Donc voilà, il y a des techniques quand même qui doivent être adaptées à la perle. De la même manière, pour le perçage, toutes les perles ne doivent pas forcément être percées de part en part, notamment pour les perles de culture, mais on veut éviter cette technique de peur qu'elles éclatent. Effectivement, du fait du noyau à l'intérieur de la perle de culture, il vaut mieux percer à moitié la perle, la retourner exactement dans l'axe et repercer de l'autre côté. Ce qui n'est pas le cas pour les perles fines, qui sont percées, elles, du début à la fin pour pouvoir réaliser le trou de perçage. Donc des techniques différentes en fonction aussi de la nature des perles. C'est ça, et puis un autre savoir-faire qui s'est perdu et qui était très présent à Paris, c'est ce qu'on appelait le pelage des perles. On parlait de conservation des perles. Que faire lorsqu'on a une perle justement un petit peu sèche, un petit peu abîmée ou qui s'est confrontée à des rivières de diamants? Eh bien, on pouvait la peler un peu comme un oignon, retirer certaines couches de nacre pour en retrouver d'autres plus belles avec un meilleur éclat. Alors on perd du poids en très faible quantité, mais on gagne un beau lustre, on gagne aussi en éclat. Ça aussi, c'est un savoir-faire qui est quasiment perdu en France, qu'on retrouve un tout petit peu en Inde ou dans le Golfe aujourd'hui. Ce pelage des perles qui se faisait presque avec une sorte de rasoir courbe et qui est un de ces nombreux savoir-faire associés aux perles fines. Et justement, en termes de poids des perles, est-ce qu'on va parler en termes de carats comme pour les pierres ou est-ce qu'il y a une échelle d'évaluation spécifique? Alors oui et non. Oui, effectivement, et si vous posez la question, c'est peut-être que vous connaissez déjà aussi la réponse. Pour les perles fines, et vous avez raison, on va utiliser une unité de mesure qui est différente, qui s'appelle le grain. Vous savez qu'on pèse et on utilise l'unité de carat
pour les gemmes en général et pour les perles de culture en particulier. Donc 1 carat égale 0,2 g. Donc ça permet de manipuler des chiffres qui n'ont pas beaucoup de virgules, parce que sinon, vous savez, les masses sont tellement petites qu'on aurait des 0,00. Et donc, au bout d'un moment, on a inventé ce carat. Et le grain, pour les perles fines, est l'unité de mesure la plus fréquemment employée. Il faut 5 grains pour faire un carat. Et donc, effectivement, c'est l'unité qui est utilisée. Mais il y a aussi beaucoup d'unités qui étaient utilisées auparavant, comme le momé. Les Indiens utilisaient les Indiens, les Japonais, vraiment d'autres unités de mesure pour les perles, et notamment pour les perles fines. C'est d'ailleurs un des buts du carat lorsqu'il a été inventé, c'était à la fois pour les perles et les diamants, pour uniformiser toutes ces approches différentes à l'international. Merci beaucoup. Une question aussi sur les couleurs des perles. Est-ce qu'il y a des éléments chimiques qui produisent leurs couleurs, ou est-ce que ça dépend du mollusque, et qu'est-ce qui influence vraiment la couleur d'une perle? C'est une bonne question. Il y a des recherches qui sont toujours en cours, justement pour comprendre l'origine de la couleur. Alors l'origine de la couleur dans les matériaux gemmes, c'est un sujet extrêmement compliqué, qui est un peu étudié. Mais alors dans les perles, c'est très très peu étudié. Et donc effectivement, ça va dépendre complètement de l'origine du mollusque. Puisque vous avez compris en fait que ce qui va produire la perle, ce sont ces cellules qui sont capables de produire de la coquille, qui vont se retrouver emportées à l'intérieur de l'animal et qui vont continuer ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire produire du carbonate de calcium, produire de la coquille, mais au lieu que ce soit à l'extérieur, ça va se faire à l'intérieur de l'animal, des chairs de l'animal, et donc sous une forme sphérique avec des couches concentriques de coquille de carbonate de calcium. Donc si la coquille elle est jaune par exemple, dorée, comme dans Pinctada maxima par exemple, dans les perles d'Australie, eh bien on va retrouver en fait des perles dorées à l'intérieur de la matière. Pinctada margaritifera, qui produit ces perles noires en Polynésie par exemple, eh bien elle va produire de la coquille noire, elle va produire de la perle noire à l'intérieur de l'animal. Donc c'est vraiment extrêmement complexe, il y a différentes protéines qui vont interagir. Et en fait, produire de la coquille, c'est extrêmement complexe. Alors, en termes de biominéralisation, c'est une des productions les plus complexes. Il y a plus d'une centaine d'éléments de protéines qui interviennent pour fabriquer cette nacre au niveau de l'animal. C'est d'ailleurs une grande question pour les biologistes. Comment se fait-il que cet animal vraiment assez primaire dans la chaîne de l'évolution, qui est apparu assez longtemps sur la planète, ait décrit et mis en place un système aussi complexe pour produire de la coquille? Voilà, on ne sait pas encore vraiment bien l'expliquer. Merci beaucoup. Vous aviez évoqué aussi perles noires, perles grises. Est-ce qu'il s'agit du même type de perles et de la même origine? Et est-ce qu'il y a vraiment des endroits dans le monde spécifiques où on peut trouver ces perles-là, où elles peuvent être produites un peu Oui, ces perles, pardon, je réponds encore. Non, je t'en prie. Ces perles, elles proviennent en fait d'espèces différentes. La perle noire, c'est la définition générique. Et il peut y avoir différentes teintes en fonction de l'animal, en fonction de l'espèce, en fonction de l'eau aussi, en fonction de l'environnement aquatique, plus ou moins salé, plus ou moins de nourriture pour la perle, plus ou moins de pollution. D'ailleurs, ce qui était intéressant, un de nos collègues à Bahreïn nous disait que dans certaines zones, ils pêchaient des perles fines qui étaient plus ou moins teintées, plus ou moins noires, effectivement en fonction de la pollution de l'eau qui était ingérée par l'animal. Donc voilà, il y a énormément de raisons et de contextes qui peuvent donner des couleurs différentes pour la perle. Et puis on peut parler des îles Fidji, des îles Cook, de la Polynésie française. Ce ne sont pas exactement les mêmes espèces, ce sont des sous-espèces un petit peu différentes qui vont produire des teintes aussi différentes. Une question plus historique maintenant. Vous avez évoqué les procès qui avaient eu lieu pour déterminer les perles naturelles, les perles de culture dans les années 20. Est-ce que, d'un point de vue pour les clients, il y avait une véritable garantie pour eux d'acheter une perle naturelle par rapport à une perle de culture? Et est-ce que c'était aussi un argument de vente, l'un ou l'autre? Avant l'ouverture du laboratoire français de gémologie, il n'y en avait aucune. C'est vrai que c'était un petit peu... chacun avait son discours. Et d'ailleurs, c'est intéressant, lorsqu'on regarde les archives du ministère pour le pavillon japonais de l'exposition de 25, on a une vitrine de perles de Mikimoto
qui expose des perles fines. Or, on sait que non, ce sont effectivement ce qu'on appellera bientôt des perles de culture. Voilà, perles vraies, perles naturelles. Donc, non, il y avait quand même une volonté de faire illusion. Après, ce qui est intéressant, c'est que les deux camps avaient raison et tort. Parce que oui, ce sont des perles naturelles, produites naturellement par une huître ou un autre mollusque, c'est juste que la création, la biominéralisation est induite par l'homme. Mais ce n'est pas une perle d'imitation, ce n'est pas non plus une fausse perle, comme voulaient les surnommer justement les tenants du commerce des perles fines. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une perle de culture. Elle n'est pas fausse, elle n'imite pas une perle fine, c'est quelque chose d'autre. Et il a fallu un certain temps, effectivement beaucoup de procès et un certain nombre de bagarres très très animées pour que voilà, une sorte de consensus soit trouvé. Quand bien même, il existe aussi des perles d'imitation, il existe des matières de synthèse, il existe, voilà, on parle de nacrolac, les perles du lac Léman, il y a mille et une façons de faire des perles qui n'en sont pas, mais pour le coup, les perles de culture sont produites par des huîtres, c'est de la nacre, donc effectivement, voilà, il faut un œil particulièrement exercé pour pouvoir les différencier, surtout lorsqu'elles sont de belle qualité. Un petit point peut-être sur la nomenclature qui vous intéressera. Si on parle de perles, sans préciser, c'est que c'est une perle fine. Donc une perle, voilà, c'est sous-entendu qu'elle est fine. Si on précise, elle est perle de culture, et là à ce moment-là, on doit le préciser et ça doit être mentionné. Exactement. Et aujourd'hui, évidemment, c'est toujours mentionné. Ouais. Une question pour chacun aussi. Quelle est la pièce, la perle que vous auriez aimé exposer et qui n'est pas là? Une belle pièce de perle qu'on pourrait ajouter. Moi, je pense par exemple aux grands colliers des Maharajas, qui sont des colliers aussi formidables. On vous a présenté quelques pièces incroyables. Mais voilà, ces grands colliers de parade des Maharajas que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vus en photo, en noir et blanc. Voilà, ça, ce sont des objets vraiment incroyables qui ont passé le temps et qui montrent aussi toute la majesté de ces matières, qui montrent aussi l'importance pour les dirigeants du monde, les rois, les reines. Voilà, moi je pense à ces grands colliers-là. Et puis, si je peux en donner un deuxième, je pense à la Peregrina aussi, qui est la perle fine, la plus importante jamais trouvée, qui a fait partie de l'écrin d'Elizabeth Taylor. Voilà, c'est une des belles perles que j'aurais voulu présenter. Alors c'est sûr qu'il y a des perles de légende, comme ça la Peregrina, la perle Régent, la perle Napoléon, la perle Dudley. C'est des perles comme ça qui ont un peu traversé l'histoire et qui continuent d'avoir une aura, comme certains diamants historiques auxquels on donne des noms. Et c'est vrai que ça aurait été des très beaux prêts pour l'exposition. Mais on avait quand même aussi un focus sur Paris. L'idée, c'était aussi de montrer cette dimension française et parisienne des perles. Moi, je trouve qu'un prêt très très chic, ça aurait été la jeune fille à la perle de Vermeer. Ça aurait eu beaucoup d'allure, qui est aujourd'hui conservé à La Haye au Mauritshuis. Et ce qui est assez amusant, c'est que tous les visiteurs qui auront visité l'exposition, lorsqu'ils verront la jeune fille à la perle, eh bien, ils verront que justement c'est une perle d'imitation. C'est une perle qui est beaucoup trop grosse pour exister à l'état naturel. Elle serait d'ailleurs trop lourde pour l'oreille de la jeune fille. Et donc déjà au XVIIe siècle, il y avait des imitations de perles. Alors on a une autre jeune fille à la perle dans l'exposition, c'est celle qui est sur cette affiche, qui résume presque à elle seule eh bien, tout le propos de l'exposition. On était très heureux lorsqu'on a découvert cette publicité par Jean-Gabriel Domer, qui date de 1922, où on voit justement cette très élégante jeune femme qui brandit un globe terrestre autour duquel tourne presque comme des satellites son rang de perles, son sautoir absolument gigantesque. Et au sommet de la planète, au sommet de ce globe, ce n'est pas la tour Eiffel, c'est la colonne Vendôme. Et quelque part, c'est un peu toute l'idée de cette exposition, c'est de dire que voilà, vraiment, dans ces années 10, 20, 30, les perles de par le monde passaient par Paris pour pouvoir orner le cou des plus élégantes. Merci beaucoup. Une dernière question pour terminer cette belle conférence. Une question de Margot, 10 ans, qui demande comment il est possible de filer les perles et d'assembler pour le sac de soie de la maison Van Cleef & Arpels. Comment il était possible de percer et d'enfiler toutes ces perles minuscules? Effectivement, avec un matériel tout à fait particulier et adapté, donc un foret pour faire des trous, qui est extrêmement fin et qui va pouvoir, par rotation, faire un trou. Donc on utilise des outils qui sont extrêmement fins, extrêmement précis. On va utiliser une aiguille aussi qui est extrêmement fine et un fil de soie qui lui aussi est assez résistant, mais très très fin. Et donc ça c'est pour le perçage, et pour ce qui est de l'enfilage, en fait, lorsqu'on s'approche de ce sac de très très près, en fait on a l'impression de regarder une tapisserie.
un peu comme celle de la dame à licorne qu'on a à Cluny. Et je ne suis pas spécialiste de la tapisserie, mais j'ai l'impression que les techniques se rapprochent et que voilà, cet effet textile, cet effet de densité est visiblement obtenu par des techniques similaires. Voilà, donc de très bons yeux et de très petits outils. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Clara, merci à toute l'équipe, à Laurent et ses fidèles acolytes, merci à Michiko et à Carole sur le chat et merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour une autre conférence. Merci Léonard, à bientôt. Merci Olivier.